ma sœur, qui se trouve être la directrice de la banque, m'a publiquement humilié juste parce que j'ai demandé à retirer 150 $. Elle a ricané et a dit « Nous ne servons pas les mendiants ici ». Quelques minutes plus tard, j'ai fait une demande de 4,2 milliards de dollars et toute la banque s'est immobilisée. Je m'appelle Grace Mitchell. J'ai 42 ans. Et un mardi matin d'octobre, ma propre sœur m'a traité de mendiante devant 27 personnes. La femme qui a fait ça était Lydia, ma sœur aînée. Elle était la directrice de l'agence de la Crescent Bank, et elle se tenait derrière un bureau en acajou poli avec une plaque nominative qui disait « Lydia Mitchell, directrice ». Elle avait l'air importante. Elle l'avait toujours eu. Avant de nous plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire de quel coin du monde vous regardez. L'air à l'intérieur de la banque était chaud et sentait l'argent propre et un léger parfum. C'était un monde de confiance feutrée, de transactions silencieuses qui changeaient des vies. Les sols étaient en marbre, et ils cliquetaient sous les talons de gens qui avaient des endroits où aller. Je n'étais pas l'une d'entre eux. Mes chaussures étaient à semelles souples et silencieuses. J'avais appris il y a longtemps à me déplacer dans le monde sans faire de bruit. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de 150 $. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Madame Harper, ma voisine. Elle avait 86 ans et vivait d'une pension qui couvrait à peine ses courses. Son chauffage était tombé en panne dans la nuit, et le réparateur qu'elle avait appelé avait besoin d'argent liquide d'avance. Le froid s'installait, celui qui s'insinue dans les vieux os et y reste. Je lui avais promis que je l'aiderais. J'avais l'argent sur mon compte courant, mais pas dans mon portefeuille. J'ai fait la queue comme tout le monde, attendant mon tour. Je ne voulais pas voir Lydia. Je ne voulais jamais voir Lydia si je pouvais l'éviter, mais sa banque était la plus proche, et Madame Harper avait froid. Alors, je suis resté là, serrant mon sac à main, me sentant petite et déplacée dans mon simple manteau. Les autres clients portaient des costumes sur mesure et des vestes chères. Je portais ma laine de friperie, pratique et simple, tout comme moi. Quand je suis arrivé au guichet, j'ai souri poliment. C'était une jeune femme aux yeux bienveillants. J'ai juste besoin de retirer 150 $, s'il vous plaît, ai-je dit doucement. Avant même que la guichetière puisse demander ma carte, une autre voix a fendu l'air. Une voix que je connaissais mieux que la mienne. Tiens, regardez qui voilà. C'était Lydia. Elle était sortie de son bureau aux parois de verre, un requin glissant en eau libre. Elle s'est appuyée contre le comptoir, croisant les bras. Son tailleur était impeccable, son rouge à lèvres parfait, et son sourire était une arme. Grace, dit-elle en étirant mon nom comme s'il avait mauvais goût. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que les gens comme vous utilisaient les services d'encaissement de chèques. Le hall est devenu silencieux. Le doux bourdonnement des ordinateurs sembla s'estomper. Le seul son était le cliquetis du clavier de la guichetière, qui s'est soudainement arrêté. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. J'ai senti leurs yeux sur moi, sur mon manteau usé, sur mes mains nerveuses. Mes joues ont commencé à brûler. C'était une chaleur familière. Celle qui m'avait suivi à chaque dîner de famille, chaque fête, chaque moment où j'osais prendre de la place. J'ai juste besoin d'un peu d'argent, Lydia, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Elle a ri. Ce n'était pas un petit gloussement. C'était un rire fort, cruel, théâtral qui a résonné contre les hauts plafonds. Elle voulait que tout le monde entende. Elle voulait que tout le monde voie. Un prêt? Ne me dis pas que tu as besoin d'un prêt, Gracie, ricana-t-elle, utilisant le surnom d'enfance qui ressemblait toujours à un pincement. Tu sais, nous avons des exigences de revenu minimum ici. Nous ne servons pas vraiment les cas de charité, Grace. Le mot est resté en suspens dans l'air. Cas de charité? Un homme en costume à rayures a gloussé. Une femme derrière moi a changé de poids, avec un soupir d'impatience. La jeune guichetière fixait son écran, faisant semblant de ne pas entendre, son propre visage rouge d'embarras pour moi. Ils étaient tous témoins de mon humiliation. Et Lydia était la star du spectacle. J'ai regardé ma sœur. J'ai vu la lueur triomphante dans ses yeux. Elle adorait ça. Elle adorait avoir un public. Elle adorait me faire sentir comme si je n'étais rien. C'était le rôle qu'elle avait perfectionné toute sa vie. Elle était la star, la réussite, celle qui comptait. J'étais la pensée après coup,
l'ombre, la déception silencieuse. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu lui dire que l'argent était pour une femme âgée qui gelait dans sa propre maison. J'aurais pu lui crier dessus, lui demander ce que j'avais bien pu faire pour mériter ce puissant fond de son mépris. Mais je ne l'ai pas fait. Discuter avec Lydia, c'était comme jeter des pierres sur une forteresse. Cela ne faisait que blesser vos propres mains. À la place, j'ai soutenu son regard un long moment. Je l'ai laissé voir la douleur dans mes yeux. Je voulais qu'elle l'enregistre, qu'elle la classe avec toutes les autres blessures qu'elle avait infligées au fil des ans. Puis j'ai laissé tomber. Un calme étrange m'a envahi, froid et clair. C'était le calme d'une décision finale. Le calme d'une porte qui se referme pour la dernière fois. Je n'ai rien dit. J'ai simplement retiré ma main du comptoir, je me suis retourné et je suis parti. Je pouvais sentir tous les yeux de la banque sur mon dos. Je ne me suis pas pressé. Mes pas étaient mesurés et réguliers. J'ai poussé la lourde porte en verre et je suis sorti dans l'air froid d'octobre. Le vent m'a frappé le visage et c'était comme une gifle. Mais la brûlure de mes joues commençait déjà à s'estomper, remplacée par autre chose, quelque chose de dur et de solide. Alors que la porte se refermait derrière moi, me coupant des chuchotements et des regards apitoyés, j'ai eu une pensée claire. Lydia n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'humilier une femme qui pouvait acheter sa banque, son immeuble et tout le pâté de maison sur lequel il se trouvait, et avoir encore assez d'argent pour oublier qu'elle l'avait dépensé. Elle pensait que j'étais une mendiante. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. En rentrant chez moi, le froid n'était pas seulement une question de météo. C'était comme mon enfance. C'était le même frisson invisible qui s'était installé sur moi à la table du dîner familial. Celui qui venait du fait d'être regardé à travers, et non regardé. J'ai grandi dans une banlieue tranquille de l'Ohio, dans une belle maison avec une pelouse verte et un garage pour 2 voitures. En surface, c'était parfait. À l'intérieur, c'était un endroit où j'ai appris à être invisible. J'étais la fille du milieu, coincée entre 2 étoiles. Lydia était l'aînée, celle qui réussissait. Papa Charles l'adorait. Sa voix tonnait de fierté chaque fois qu'il parlait d'elle. Lydia vient d'être nommée associée. Lydia vient de conclure le plus gros contrat de sa carrière. C'est ma Lydia. Il avait un album rempli de ses récompenses, de ses coupures de journaux, de ses certificats de réussite. Il n'y avait pas d'album pour moi. Puis il y avait Aaron, la plus jeune. C'était la charmante, la belle. Maman Margaret l'adorait. Aaron avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce et un rire qui donnait aux gens envie de lui donner le monde. Elle était l'artiste, l'esprit libre. Maman passait des heures à aider Aaron avec ses projets scolaires, sa vie sociale, ses rêves. Nos albums de photos de famille étaient remplis d'Aaron au bal de fin d'année, Aaron sur scène, Aaron entouré d'amis. Et puis il y avait moi. J'étais la sage Grace. Celle qui avait de bonnes notes mais n'était pas un génie. Celle qui était assez jolie mais pas une beauté. Celle qui ne causait pas de problème et, par conséquent, restait à l'écart des projecteurs. J'étais la silencieuse, la fiable, celle que tout le monde oubliait. Mes réussites étaient accueillies par un hochement de tête distrait. Oh, c'est bien, ma chérie. Mes problèmes étaient écartés. Tu es si sensée, Grace. Tu t'en sortiras. Ma présence faisait simplement partie du décor, comme le papier peint ou le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai appris à ne pas parler trop fort, à ne pas trop demander, à ne pas avoir de besoin qui pourrait déranger qui que ce soit. Mon rôle dans la famille était de ne causer aucun problème, et je le jouais à la perfection. Une seule personne m'a jamais vraiment vu. C'était grand-père Walter. Grand-père Walter était le père de ma mère. Il ne vivait pas dans une grande maison parfaite. Il vivait dans un petit cottage encombré de livres, de vieilles cartes et d'outils pour réparer les horloges. Ça sentait le tabac à pipe et le vernis à bois. Alors que mes parents voyaient un bulletin de notes, grand-père Walter me voyait, moi. Il s'asseyait dans son grand fauteuil usé et écoutait. Vraiment écoutait. Il me posait des questions sur les livres que je lisais. Sur les oiseaux que j'observais dans le jardin. Sur les pensées que j'étais trop timide pour dire à voix haute à qui que ce soit d'autre. Tu as une force tranquille, Gracie, m'a-t-il dit une fois, sa voix un grondement sourd. Ne les laisse jamais prendre ton silence pour de la faiblesse. L'eau calme et profonde. Il était le seul qui n'essayait pas de me comparer à Lydia ou Aaron.
Il me voyait pour ce que j'étais, pas pour ce que je n'étais pas. Il était mon refuge. Quand j'ai eu 21 ans, juste avant son décès, il m'a appelé à son chevet. L'air dans la pièce était lourd de l'odeur des médicaments et de la vieillesse. Mes parents et mes sœurs étaient dans le couloir, parlant à voix basse de choses importantes comme les arrangements funéraires et le testament. Ils étaient déjà passés à autre chose. La main de grand-père Walter semblait être du papier sec dans la mienne. Ses yeux, bien que fanés, étaient encore vifs et clairs. Il a fait un signe vers une petite boîte en bois sur sa table de chevet. C'était une simple boîte en bois sombre, mais elle avait une serrure complexe en laiton. Il a pressé une petite clé à l'ancienne dans ma paume. « C'est pour toi », a-t-il chuchoté, le souffle court. Pour le cœur le plus jeune. Il devait être confus. Aaron était la plus jeune. Grand-père, Aaron est la plus jeune, les jeux corrigés gentiment. Il a secoué la tête, un petit geste ferme. Non, le cœur le plus jeune. Celui qui n'est pas encore devenu dur. C'est toi, Grace. Il m'a donné une faible pression de la main. Il y a un mot à l'intérieur. Ne l'ouvre pas avant d'en avoir besoin. Utilise-le quand ils oublieront qui tu es. Il est mort cette nuit-là. Aux funérailles, ma famille a pleuré bruyamment. Lydia a prononcé un éloge funèbre impeccable sur son sens des affaires. Aaron a pleuré magnifiquement. Mes parents ont accepté les condoléances avec une tristesse de circonstance. Je suis resté en arrière-plan, me remémorant ses paroles, le poids de la clé lourde dans ma poche. Dans son testament, il a laissé à Lydia sa montre vintage et à Aaron sa collection de livres d'art. À mes parents, il a laissé sa maison. À moi, outre la boîte, il a laissé un petit héritage. C'était une somme modeste, juste assez pour être remarquée, mais pas assez pour que ma famille soit jalouse. À Grace, pour ses entreprises discrètes, disait le testament. Mon père m'avait tapé sur l'épaule. Bien joué, Grace. Sois raisonnable avec ça. Je l'ai été. J'ai rangé la boîte en bois dans mon placard et je l'ai chérie comme le dernier cadeau de la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Je pensais que la clé et le mot étaient symboliques. Utilise-le quand ils oublieront qui tu es. Je supposais qu'il voulait dire que je devais trouver mon courage, ma force intérieure. Pendant des années, j'ai cru que ce n'était que ça. Une belle métaphore sentimentale. Je ne réalisais pas qu'il m'avait laissé quelque chose de complètement différent. Il ne m'avait pas seulement laissé une boîte avec une clé. Il m'avait laissé le contrôle du trust familial originel, un portefeuille vaste et complexe que mon arrière-grand-père avait commencé des générations auparavant. L'héritage n'était qu'un leurre. Le vrai pouvoir était enfermé, attendant que je le trouve. Attendant le jour où je comprendrais enfin que son dernier cadeau n'était pas seulement du courage. C'était un levier. Ce mardi glacial a commencé par un coup à ma porte. C'était l'aide à domicile de Madame Harper, une jeune femme nommée Maria, son visage empreint d'inquiétude. « C'est Madame Harper », a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. Sa chaudière est tombée en panne la nuit dernière. C'est comme une glacière là-dedans. J'ai peur pour elle. J'ai enfilé mon manteau et je suis allé chez elle immédiatement. Maria avait raison. L'air dans le petit appartement bien rangé de Madame Harper était douloureusement froid. Elle était assise dans son fauteuil, enveloppée dans 3 couvertures, un fin châle en papier sur les épaules. Sa tasse de thé tremblait dans ses mains alors qu'elle essayait de boire. Elle avait l'air petite et fragile, comme un petit oiseau pris dans une tempête d'hiver. « Oh, Grace, ma chérie », dit-elle, sa voix un faible murmure. C'est juste un petit frisson. Elle essayait d'être courageuse, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Une personne âgée dans un appartement glacial n'est pas un inconvénient mineur. C'est une urgence potentiellement mortelle. J'avais déjà appelé un service de réparation 24h24. Un homme nommé Gus était en route, mais il avait été clair au téléphone. C'est des frais d'intervention d'urgence, madame. 150 $ en espèces seulement, d'avance, avant même que je jette un coup d'œil. Je comprenais. C'était un petit entrepreneur, pas une œuvre de charité. Mais Madame Harper vivait d'un revenu fixe. Son chèque de pension n'arrivait que dans une semaine. Elle n'avait pas 150 $ en espèces sous la main. Elle en avait à peine 15. Ne vous inquiétez de rien, Madame Harper, lui ai-je dit, ma voix pleine d'une confiance que je ne ressentais pas entièrement. Je m'en occupe. Gus sera bientôt là et nous vous réchaufferons en un rien de temps.
Son soulagement était déchirant. Oh, merci, Grace. Tu es une si bonne fille. Je n'étais que la voisine, mais dans son monde, j'étais quelqu'un qui aidait. J'étais vu. Ma propre banque était de l'autre côté de la ville. La plus proche, à seulement 3 pâtés de maison, était la Crescent Bank, la banque de Lydia. J'ai hésité un instant. La pensée de lui faire face, de demander quoi que ce soit, me serrait l'estomac. C'était toujours plus facile de l'éviter, de garder ma petite vie tranquille séparée de sa grande vie brillante. Je pouvais marcher le kilomètre supplémentaire, aller à ma propre banque et éviter tout ça. Mais ensuite, j'ai regardé Madame Harper grelottant sous ses couvertures et j'ai senti une vague de résolution. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'une personne vulnérable qui avait besoin d'aide tout de suite. Ma fierté n'avait pas d'importance. Mon histoire avec Lydia n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était d'obtenir cet argent. Alors, j'ai marché les 3 pâtés de maison. Je suis entré dans le hall chaleureux et poli de la Crescent Bank, un endroit où je n'avais pas ma place, pour demander mon propre argent. J'ai fait la queue et quand je suis arrivé en tête, Lydia est apparue comme si elle avait été invoquée par mon malaise. Elle se tenait là, rayonnant de succès, et me regardait de haut. C'est ainsi qu'elle m'avait toujours regardé, comme si elle était au sommet d'une montagne et que j'étais dans la vallée en contrebas. Besoin d'un prêt, ricana-t-elle, sa voix portant à travers le hall silencieux. Ces mots m'ont frappé, mais cette fois, ils semblaient différents. Derrière la piqûre de son mépris public, je ne pensais pas seulement à moi. Je pensais à Madame Harper. Je pensais à la simplicité avec laquelle Lydia, avec son gros salaire et son poste important, pouvait rejeter un besoin si urgent. Pour elle, $150 était probablement une erreur d'arrondi, le coût d'un déjeuner d'affaires. Pour Madame Harper, c'était la différence entre la chaleur et la maladie, entre la sécurité et le danger. Lydia m'a vu là, et elle a supposé que j'étais pathétique. Elle a vu de la faiblesse. Elle a vu un cas de charité. Je l'ai regardé fixement. Et pour la première fois, je n'ai pas seulement vu ma sœur aînée qui réussissait. J'ai vu une brute. Une femme si peu sûre d'elle dans sa propre vie qu'elle devait se construire en me rabaissant. Je me suis souvenu de chaque fois qu'elle l'avait fait. Chaque dîner de famille où elle avait interrompu mes histoires pour en raconter une des siennes, plus forte et plus drôle. Chaque fête où elle s'était moquée de mes vêtements, de mon travail ou de ma vie tranquille. Chaque fois que mes parents avaient ri avec elle, me laissant ravaler mes mots et me rétrécir un peu plus. Toute une vie. Toute une vie à être la cible de la blague. Toute une vie à être traité comme si j'étais inférieur. Et pourquoi? Parce que j'étais silencieuse. Parce que je n'avais pas besoin des projecteurs. Parce que je trouvais le bonheur dans des choses petites et simples qu'elle ne pouvait pas comprendre. Son ricanement, les gloussements de la foule, les yeux détournés de la guichetière, tout s'est fondu en un seul rugissement assourdissant de mépris. La goutte d'eau finale n'était pas juste une goutte. C'était une enclume. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas dit un mot sur Madame Harper parce que je savais à ce moment-là que cela n'aurait aucune importance. Expliquer mes raisons à Lydia aurait été comme décrire la couleur à une personne née aveugle. Elle n'avait pas la capacité de comprendre l'empathie. Alors, j'ai laissé le silence être ma réponse. Je lui ai tourné le dos, ainsi qu'au public qu'elle avait si soigneusement cultivé. Je suis sorti de cette banque et la lourde porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et final. Ce n'était pas une retraite. C'était une avancée dans une nouvelle direction. L'humiliation ne m'a pas suivi dehors. Elle est restée là-dedans avec elle. Ce que j'ai emporté avec moi, c'était une certitude froide et dure. J'avais passé 42 ans à accepter le rôle que ma famille m'avait donné. La fille invisible, le cas de charité, celle qui ne comptait pas. Ce rôle était maintenant officiellement retiré. La porte ne s'était pas seulement refermée sur la banque. Elle s'était refermée sur la personne que j'étais. Celle qui serait rentrée chez elle en pleurant. Celle qui aurait absorbé la honte et se serait blâmée. Cette Grace était partie. Une nouvelle se tenait sur le trottoir, le vent glacial sur son visage, enfin prête à prendre la clé que grand-père Walter lui avait laissée. Je ne suis pas retourné directement chez Madame Harper. D'abord, je suis allé à un distributeur automatique d'une autre banque et j'ai retiré les $150. Je les ai donnés à Maria, je lui ai dit de payer Gus et j'ai promis de passer plus tard. Ensuite, je suis rentré chez moi, dans mon petit appartement tranquille.
Pour ma famille, c'était tout mon univers. Un appartement d'une chambre dans un immeuble modeste. Les meubles étaient confortables, mais vieux. L'art sur les murs provenait de foires artisanales locales. Ma voiture était une berline de 10 ans que j'avais payée comptant. Il voyait ma vie comme un reflet de moi-même, petite, frugale et tout à fait banale. Il me plaignait pour ça. À Noël, il me donnait des cartes cadeaux pour l'épicerie, leur visage un mélange de charité et de condescendance. Il n'avait aucune idée que cet appartement était une scène. C'était un costume que je portais pour protéger ma vraie vie. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision ni lu un livre. Je me suis assise à ma simple table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à ma vraie vie. Mon application bancaire normale affichait un solde de quelques milliers de dollars, un coussin de sécurité raisonnable. Mais ce n'était pas le compte que j'ai ouvert. J'ai navigué à travers 3 couches de sécurité, tapé un mot de passe de 32 caractères et appuyé sur Entrée. L'écran est devenu noir une seconde. Puis une nouvelle interface s'est chargée. Elle était épurée, minimaliste et décorée d'un seul logo simple, une lettre à styliser tenant un globe. En haut de l'écran se trouvaient 2 mots, Fonds Atlas. En dessous, un numéro, valeur du compte, 4 210 350 000 dollars. 4,2 milliards de dollars. C'était mon monde. C'était mon travail. C'était le secret que j'avais gardé pendant 15 ans. Tout avait commencé avec l'héritage de grand-père Walter. Cette somme raisonnable d'argent avec laquelle mon père m'avait conseillé d'être prudente. Je ne l'ai pas mise sur un compte d'épargne. Je l'ai utilisée comme capital de départ. Ma famille pensait que mon silence était un manque d'ambition. Ce n'était pas le cas. C'était de la concentration. Quand personne ne vous parle à table, vous apprenez à écouter tout le reste. Quand personne ne vous regarde, vous apprenez à observer le monde dans les moindres détails. Mon esprit ne fonctionnait pas comme celui de Lydia ou d'Aaron. Je ne voyais pas les gens ou les contrats. Je voyais des schémas. Je voyais des systèmes. À l'université, je m'étais spécialisé en mathématiques et en informatique. Non pas parce que je voulais une carrière tape à accent grave-l'œil dans la technologie, mais parce que les chiffres me semblaient le langage le plus honnête du monde. Ils ne mentaient pas. Ils n'avaient pas d'agenda caché. Après des vacances en famille particulièrement brutales où Lydia avait qualifié mon travail de saisie de données de « gaspillage de cerveau », j'ai décidé que j'en avais fini de jouer leur jeu. J'ai pris l'argent de grand-père Walter et mes connaissances et j'ai commencé à construire quelque chose à moi. J'ai construit un algorithme, un logiciel conçu pour prédire les changements du marché mondial en se basant sur des milliers de points de données apparemment sans rapport. Les modèles météorologiques, les mouvements maritimes, les discours politiques, le sentiment des réseaux sociaux. Il était conçu pour voir les fils invisibles qui relient le monde. Je l'ai appelé « phare » parce qu'il pouvait voir les tempêtes arriver bien avant que quiconque ne voie même les nuages. Je suis devenu une investisseuse silencieuse, un fantôme dans la machine. J'ai créé un personnage, une fiction juridique nommée GM Art, mes initiales et le nom de jeune fille de ma mère. GM Art n'était personne et tout le monde. Art a fait de petits investissements stratégiques que phare a identifiés. Ces petits investissements ont grandi, puis ils sont devenus plus grands. En 5 ans, je gérais des millions. En 10 ans, c'était des milliards. Le fonds Atlas était ma société de holding privée. Il possédait tout. Des startups technologiques de la Silicon Valley, de l'immobilier à Tokyo, des routes maritimes dans l'Atlantique. Je vivais d'une infime fraction des intérêts, maintenant ma couverture de sage-graisse. Pendant que ma famille se moquait de mes vêtements de friperie, j'exécutais discrètement une prise de contrôle d'une entreprise manufacturière allemande. Pendant que Lydia se vantait de sa promotion au poste de directrice d'agence, je finançais un projet de recherche médicale qui sauverait des milliers de vies. Je n'ai jamais touché au capital. Je ne l'ai jamais exhibé. L'argent n'a jamais été le but. Le but, c'était le travail. Le but était de construire quelque chose qui était à moi, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher, critiquer, ni même comprendre. C'était mon jardin secret, un monde où je n'étais pas invisible. J'étais l'architecte. Et puis, il y a environ 6 mois, quelque chose d'intéressant s'est produit. Lors d'un examen de routine de mes actifs, j'ai remarqué un nouveau nom dans un portefeuille de banque régionale qu'Atlas avait acquise par le biais d'une fusion plus importante, Crescent Bank. J'avais cliqué sur les organigrammes de propriété,
traçant les lignes de contrôle d'une société de holding à l'autre jusqu'à ce que j'arrive à la vérité finale et indéniable. Par une série de fusions et d'acquisitions que j'avais personnellement approuvées, mon fonds, le fonds Atlas, était le principal propriétaire de la société mère qui possédait la Crescent Bank. Lydia ne travaillait pas seulement dans une banque. Elle travaillait dans ma banque. Elle était une employée dans un immeuble que je possédais, touchant un salaire que je payais indirectement, assise à un bureau qui était, à toutes fins utiles, ma propriété. L'ironie était si stupéfiante, si profonde, que j'avais éclaté de rire dans mon petit appartement tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était qu'un secret amusant, une blague privée que je ne racontais à personne. Mais après qu'elle m'ait traité de cas de charité, après qu'elle m'ait humilié pour avoir voulu aider une vieille femme qui gelait, ce n'était plus drôle. C'était un levier. Je suis resté assise devant mon ordinateur portable jusque tard dans la nuit. Les chiffres lumineux du fonds Atlas semblaient pulser de leur propre vie. Pendant longtemps, j'ai simplement fixé l'écran, laissant la réalité de la situation s'imprégner. Je pouvais la ruiner. En quelques clics, je pouvais faire renvoyer Lydia, la mettre sur une liste noire de toute l'industrie financière. Je pouvais anéantir sa carrière, la seule chose qui lui donnait une identité, la seule chose que mon père appréciait chez elle. La pensée était tentante. Elle montait en moi, chaude et amère, le goût de la revanche après une vie à être rabaissée. Mais ensuite, j'ai pensé à grand-père Walter. J'ai pensé à ses yeux bienveillants, à sa douce sagesse. L'eau calme et profonde. La vengeance n'était pas profonde. C'était un étang peu profond et trouble qui salissait tous ceux qui s'y aventuraient. Je ne cherchais pas la vengeance. Je n'étais pas Lydia. Je cherchais quelque chose de bien plus précieux. La reconnaissance. Je ne voulais pas la détruire. Je voulais juste qu'elle et tous les autres me voient enfin. À 3 heures du matin, quand le monde était sombre et silencieux, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé la banque. J'ai appelé Monica Hill, mon avocate personnelle à New York. Elle était la seule autre personne sur Terre à savoir que Grace Mitchell et GM Hart étaient la même personne. Elle était vive, discrète et farouchement loyale. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix instantanément alerte. « Madame Hart, est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien, Monica, » ai-je dit, ma voix calme et égale. Je n'étais plus la sage Grace. J'étais GM. Hart et ma voix portaient l'autorité tranquille qui vient avec la gestion de milliards de dollars. J'ai besoin que vous arrangiez quelque chose pour moi demain matin à la première heure. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Planifier un audit d'urgence et un examen de portefeuille avec le directeur régional de la Crescent Banking Corporation. Je crois que son nom est David Shen. La réunion doit avoir lieu demain à l'agence principale du centre-ville. Dites-lui qu'un actionnaire principal sera présent en personne. Un représentant de GM Hart. Il y a eu une brève pause sur la ligne. Monica savait que je ne faisais jamais d'apparition en personne. Mon anonymat était mon plus grand atout. Compris, dit-elle, sa voix ne trahissant aucune surprise. Y a-t-il un ordre du jour spécifique? L'ordre du jour est une réaffectation d'actifs à grande échelle, ai-je dit. Il comprendra ce que cela signifie. Considérez que c'est fait. La réunion sera fixée à 10 heures. Merci, Monica. J'ai raccroché le téléphone. C'était fait. Le premier domino avait été poussé. Je suis allé à mon placard et j'ai récupéré la petite boîte en bois que grand-père Walter m'avait donnée. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Mes doigts ont tracé le bois sombre et lisse. Avec la petite clé en laiton, je l'ai déverrouillé. Le couvercle s'est ouvert avec un léger clic. À l'intérieur, niché sur un lit de velours délavé, se trouvait un seul morceau de papier plié. C'était son écriture, fine et arachnéenne avec l'âge, mais parfaitement claire. Je l'ai déplié et j'ai lu les mots que j'avais mémorisés il y a longtemps. Utilise-le quand ils oublieront qui tu es. Pour la première fois, j'ai compris le vrai sens. Il ne parlait pas de courage. Il parlait de pouvoir. Il m'avait laissé les clés d'un royaume, sachant qu'un jour, les gens qui étaient censés m'aimer me pousseraient si loin que je n'aurais d'autre choix que de les utiliser. Il savait qu'ils oublieraient que j'étais une fille, une sœur, une personne avec des sentiments et une valeur. Ils avaient oublié. Et maintenant, il était temps de le leur rappeler. J'ai fermé la boîte et j'ai commencé à me préparer. Il n'y avait pas de rage dans mes mouvements, pas de mains tremblantes.
Il n'y avait qu'un profond sentiment de détermination. Je suis allé à mon placard et j'ai dépassé les vêtements simples et frugaux que ma famille voyait. Tout au fond, dans une housse à vêtements, se trouvait une unique robe bleu marine, chère et impeccablement taillée. Je l'avais achetée pour un gala d'entreprise à Zurich auquel j'avais décidé d'assister à la dernière minute et que je n'ai jamais reporté. C'était une armure. Je l'ai posée sur le lit. Ensuite, j'ai trouvé la mallette en cuir simple et élégante que j'utilisais lors des rares occasions où je voyageais pour affaires. J'ai imprimé un résumé d'une seule page des participations du fonds Atlas dans la société mère de la Crescent Bank. Juste une page. C'est tout ce dont j'aurais besoin. J'ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux. Je les ai attachés en un chignon professionnel et sévère. J'ai regardé mon visage dans le miroir. Il n'y avait pas de larmes, pas de colère, juste des yeux clairs et déterminés. Les yeux de G.M. Hart. Je n'entrais pas dans cette banque en tant que Grace Mitchell, la sœur invisible qui avait besoin de $150. J'y entrais en tant que propriétaire. Je n'étais pas une tempête de colère. J'étais quelque chose de plus silencieux et de bien plus puissant. J'étais un changement tectonique, un changement fondamental dans le paysage que personne ne voit venir jusqu'à ce que le sol sous leurs pieds commence à bouger. Ils avaient oublié qui j'étais. Demain matin, je me présenterai à nouveau. Le lendemain matin, je n'ai pas conduit ma berline de 10 ans. Une voiture de ville noire, organisée par Monica, m'attendait au bord du trottoir à 9h45 précise. Le chauffeur, un homme en costume impeccable, m'a tenu la porte et m'a appelé « Madame Hart ». Il ne l'a pas dit fort, mais le nom portait son propre poids. En arrivant à la banque, je l'ai vu avant qu'il ne me voie. David Chen, le directeur régional. Il se tenait sur les marches, ajustant nerveusement sa cravate. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec un visage qui essayait de projeter une autorité calme mais qui échouait. Une lueur de sueur nerveuse brillait sur son front. Hier, il ne m'aurait pas accordé un second regard. Aujourd'hui, il m'attendait sur le trottoir. Le chauffeur a ouvert ma portière et je suis sorti. Je portais la robe bleu marine, simple et sévère. Je ne portais que la fine mallette en cuir. Les yeux de David Chen balayaient la rue, cherchant peut-être une flotte de limousines. Il a failli me manquer. Quand son regard s'est finalement posé sur moi, une lueur de confusion a traversé son visage. Il s'attendait, j'imagine, à quelqu'un de plus âgé, de plus bruyant, de plus manifestement puissant. Il s'attendait à un homme. « Madame Hart » a-t-il demandé, la voix incertaine. « Monsieur Chen » ai-je répondu, mon ton égal et froid. « Merci de me rencontrer à si court préavis. » Son masque professionnel s'est mis en place. La confusion a disparu, remplacée par un large sourire édenté qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'est précipité en avant, la main tendue. « Pas du tout, Madame Hart. C'est un honneur absolu de vous avoir. Un plaisir. Entrez, je vous en prie. Entrez. » Il a pratiquement trébuché sur lui-même en me faisant passer les lourdes portes en verre. Le hall est devenu silencieux, tout comme hier. Mais c'était un silence différent. Hier, c'était le silence d'une foule assistant à une humiliation. Aujourd'hui, c'était le silence de la déférence. Les guichetiers se sont figés, leurs mains planant au-dessus de leur clavier. Les clients dans la file se sont retournés, les yeux écarquillés de curiosité et d'admiration. Ils ne savaient pas qui j'étais, mais ils savaient que j'étais importante. Le comportement obséquieux de David Chen leur disait tout. De derrière le mur de verre de son bureau, Lydia regardait. Je l'ai vue dès que je suis entré. Elle se tenait debout, tenant une tasse de café, une expression familière d'impatience managériale sur son visage alors qu'elle observait l'agitation. Elle était probablement agacée que Monsieur Chen fasse une telle scène. Ses yeux ont croisé les miens. Pendant une fraction de seconde, elle m'a reconnu comme Grace, et son expression s'est durcie en son ricanement par défaut. Puis elle a vu David Chen s'incliner et ramper à mes côtés. Elle a vu comment chaque employé de la banque me fixait. Son ricanement affaibli, son front s'est plissé de confusion. Elle ne pouvait pas calculer ce qu'elle voyait. Les deux images, Grace, sa sœur pathétique, et cette femme traitée comme une reine, refusaient de fusionner dans son esprit. « Par ici, Madame Hart » a dit David, me conduisant au-delà de la ligne de guichetier, directement vers le bureau de la directrice, directement vers Lydia. À notre approche, le visage de Lydia est devenu pâle. Elle se tenait figée à l'entrée de son propre bureau,
la tasse de café tenue raidement dans sa main. Son autorité, qui avait toujours semblé si absolue entre ses murs, s'évaporait sous ses yeux. Lydia, a dit David Chen, sa voix sèche et dédaigneuse. Apportez-nous du café et fermez la porte en sortant. Il ne l'a même pas regardée, toute son attention était sur moi. Pour lui, elle n'était qu'un meuble dans la pièce. Je suis passé devant elle et je suis entré dans son bureau. J'ai examiné les détails. La photo encadrée d'elle avec nos parents sur la crédence. La collection de récompenses d'entreprise sur l'étagère. La légère odeur de son parfum cher. C'était sa salle du trône. Sans attendre d'invitation, je me suis assise dans son fauteuil. Le grand fauteuil en cuir noir derrière son bureau en acajou. J'ai posé ma mallette sur le bois poli. Le fauteuil a soupiré doucement sous mon poids. Il était confortable. Il était juste. Lydia planait toujours à l'entrée, son visage un masque d'incrédulité. David Chen s'est raclé la gorge avec impatience. Lydia, le café ? Qu'est-ce que c'est que ça, a finalement réussi à dire Lydia, sa voix un murmure tendu. Ses yeux étaient rivés sur moi. Elle ne regardait pas son patron. Elle regardait sa sœur, assise dans son fauteuil, dans son bureau, un endroit où je n'avais aucun droit d'être. David lui a lancé un regard de pure fureur. Fais ce que je te dis, a-t-il sifflé. J'ai levé une main, un petit geste simple. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Chen. Tu peux rester, Lydia. Cela te concerne. David Chen a semblé surpris, mais il a rapidement hoché la tête. Bien sûr, Madame Hart. Comme vous le souhaitez. Lydia est entrée en titubant dans la pièce, refermant la porte derrière elle. Elle ne s'est pas assise. Il n'y avait qu'un autre fauteuil, un petit pour les clients, et elle semblait comprendre qu'il n'était plus de sa place d'être à l'aise. Elle se tenait maladroitement près du mur, serrant sa tasse si fort que ses jointures étaient blanches. Le masque de la directrice de banque confiante avait disparu. Il ne restait plus qu'une femme confuse et effrayée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé à nouveau, la voix brisée. Cette fois, la question m'était adressée. Je l'ai regardée. Je veux dire, je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, sans le filtre de la blessure ou de l'intimidation. J'ai vu une femme terrifiée, une femme dont le monde entier basculait. Je lui ai fait un petit sourire triste. Des affaires, ai-je dit. De vraies affaires. Le silence dans le bureau de Lydia était épais et lourd. Il n'était rompu que par le tapotement faible et frénétique du stylo de David Chen contre un bloc-notes qu'il tenait dans une main tremblante. Il essayait d'avoir l'air calme, mais l'énergie paniquée qui émanait de lui était palpable. Lydia restait collée au mur, le visage cendré, ses yeux allant de moi à son patron, essayant de résoudre une équation impossible. J'ai laissé le silence s'étirer, les laissant tous les deux s'asseoir avec leur anxiété. Puis j'ai tendu la main et j'ai ouvert ma mallette. Les loquets se sont ouverts avec 2 clics secs et nets qui les ont fait sursauter tous les deux. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul dossier. Je l'ai sorti et je l'ai posé au centre du bureau. Je ne l'ai pas ouvert. Le geste suffisait. Monsieur Chen, ai-je commencé, ma voix calme mais portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Le fonds Atlas est l'un des principaux actionnaires de votre société mère, Amalgamated Financial Group. Si je comprends bien, nos participations constituent une participation de contrôle. David Chen a dégluti difficilement, hochant la tête vigoureusement. Oui, Madame Hart, absolument. Nous apprécions énormément votre investissement. Énormément. Il avait l'air d'essayer de me vendre une extension de garantie. Bien, ai-je dit. Alors vous comprenez que ma visite aujourd'hui n'est pas une visite de courtoisie. J'ai fait une pause, laissant mon regard passer de son visage terrifié à celui de ma sœur. Lydia avait l'air d'être sur le point de vomir. J'ai croisé mes mains sur le bureau devant moi. Le fonds Atlas exécute un retrait complet de tous les actifs en capital d'Amalgamated Financial Group. Cela inclut toutes les liquidités, les actions et les obligations convertibles. Le montant total est de 4,2 milliards de dollars. Le transfert doit être initié avec effet immédiat. Le tapotement du stylo de David Chen s'est arrêté. Son visage, qui était pâle, est devenu complètement blanc. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. L'ampleur du chiffre semblait avoir court-circuité son cerveau. Je ne comprends pas,
a-t-il finalement balbutié. Madame Hart, un retrait de cette ampleur. Il n'est pas possible de le faire immédiatement. Il faudrait des approbations du conseil d'administration, des dépôts auprès de la SEC, et l'impact. Une fuite de capitaux de cette taille déclencherait toutes les alertes automatiques du marché. Elle gèlerait tous les systèmes, pas seulement dans cette banque, mais dans tout le réseau financier régional. Sa voix montait à chaque mot, basculant dans l'hystérie. Ce serait catastrophique. Je suis consciente de l'impact, ai-je dit d'un ton égal, ma voix contrastant fortement avec sa panique croissante. Mon équipe juridique chez Hill et Associates a déjà préparé les dépôts nécessaires. Ils seront exécutés au moment où je donnerai l'ordre. La catastrophe, comme vous l'appelez, est entièrement dans mes droits légaux en tant qu'actionnaire majoritaire. J'ai laissé mes yeux se poser sur lui. Alors peut-être, ai-je dit, ma voix baissant à un quasi-murmure. Devriez-vous mener un examen approfondi de votre culture de gestion? Du sommet à la base. Mon regard s'est délibérément déplacé vers Lydia. Et à ce moment-là, David Chen a compris. Le brouillard de la panique financière s'est dissipé de ses yeux, remplacé par une compréhension naissante et horrifiée. Il a tourné lentement la tête pour regarder Lydia, qui tremblait maintenant visiblement. Il faisait enfin le lien. L'option nucléaire sans précédent de retrait de l'actionnaire. La présence de l'actionnaire dans cette agence spécifique est banale. L'attention de l'actionnaire sur cette directrice spécifique est banale. La voix de Lydia était un couinement à peine audible. Toute la cruauté, toute la confiance, toute l'arrogance avaient été dépouillées. Il ne restait plus que la peur brute et nue. Toi, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. Tu es GM Hart. Le nom est resté en suspens dans l'air entre nous. L'entité mythique dont elle avait probablement entendu parler dans les mémos d'entreprise. Le pouvoir sans visage derrière l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Et c'était moi, sa sœur, celle qu'elle avait traitée de mendiante il y a à peine 24 heures. Je lui ai fait le même petit sourire triste qu'auparavant. Je ne voulais que $150 hier, Lydia, ai-je dit doucement. Les mots ont atterri comme un coup physique. La vérité, l'ironie cosmique de la situation, était trop lourde à supporter pour elle. Son visage s'est décomposé. Ses genoux ont cédé et elle a glissé le long du mur, s'effondrant en un tas sur le sol. Un sanglot étranglé et guttural s'est échappé de ses lèvres. La tasse de café s'est brisée sur le sol poli, éclaboussant de liquide brun son tailleur ruiné. Les larmes ont creusé des sillons pâles à travers son maquillage parfait. David Chen a regardé la scène, son visage un masque de fureur froide. Sa carrière défilait devant ses yeux. Le retrait catastrophique, l'effondrement du marché, tout cela à cause de la cruauté mesquine d'une directrice d'agence. Il s'est tourné vers le tas sanglotant sur le sol. Sa voix était dépourvue de toute sympathie. C'était la voix d'un homme qui limitait ses pertes. Vous êtes viré. Il ne l'a même pas regardé en le disant. Il m'a regardé, ses yeux implorant ma pitié. Mais je ne le regardais pas. Je regardais ma sœur, pleurant sur le sol du bureau qui n'était plus le sien. Et je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe, pas de pitié, juste un vaste silence vide. La dette avait été payée. La nouvelle s'est répandue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Elle n'est pas restée confinée à la banque. En milieu d'après-midi, elle faisait la une des sites d'information financière. Un fonds mystère initie un retrait choc, un géant bancaire régional vacille. Les articles étaient remplis de spéculations sur l'identité de GM Hart et les raisons d'un mouvement aussi radical et déstabilisant pour le marché. Ils l'ont qualifié d'agressif, de sans précédent, d'hostile. Ils ne savaient pas que c'était simplement personnel. Je n'ai pas finalisé le retrait, bien sûr. Ce n'a jamais été le plan. Le plan était de faire la menace, de leur montrer le pouvoir que je détenais. Après que Lydia ait été escortée hors du bâtiment et que David Chen ait promis une refonte complète de la culture d'entreprise et des excuses écrites formelles, j'ai demandé à Monica Hill d'accepter gracieusement de suspendre le transfert en attendant un examen. Les systèmes ne se sont pas figés. La banque ne s'est pas effondrée, mais le message avait été délivré. À la tombée de la nuit, mon téléphone personnel, celui enregistré au nom de Grace Mitchell, a commencé à vibrer. C'était un numéro que je connaissais par cœur. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un texto est apparu. Grace, appelle-moi immédiatement. C'est une urgence. Je l'ai ignoré. Puis un appel de mon père.
Je l'ai ignoré aussi. Puis ma sœur cadette, Aaron. C'est devenu un assaut incessant de vibrations et de bips. Un siège numérique. Ils avaient clairement entendu la nouvelle. Pas les nouvelles financières, mais les nouvelles familiales. Lydia avait dû les appeler, sanglotante et incohérente, leur racontant l'histoire impossible de ce qui s'était passé. Finalement, j'ai écouté le message vocal de ma mère. Sa voix était frénétique, empreinte d'un ton familier et mielleux de déception parentale. « Grace, je viens de raccrocher avec ta sœur. Je ne comprends rien à tout ça, mais elle est complètement anéantie. Ils l'ont renvoyée. Comment as-tu pu faire ça? Tu dois arranger ça. C'est ta famille. » Ensuite, celui de mon père. Sa voix était plus froide, plus en colère. « Grace Mitchell, je ne sais pas quel genre de coup monté tu viens de faire, mais tu as embarrassé toute cette famille. La carrière de Lydia est en ruine à cause de toi. Nous t'avons élevé pour que tu sois meilleur que ça. Rappelle-moi maintenant. Nous avoir embarrassés. C'était toujours sa principale préoccupation. Non pas que Lydia souffrait, mais que son échec se reflétait mal sur lui. Puis une série de textos d'Aaron. Gracie, Lydia s'effondre. Maman et papa paniquent. Que as-tu fait? Les gens disent que tu as tout cet argent. Est-ce vrai? Quoi qu'il se passe, tu dois arranger ça. Pour Lydia. Nous sommes une famille. Famille. Le mot résonnait dans mon esprit. C'était un mot qu'ils utilisaient comme une arme, un bouclier derrière lequel ils se cachaient chaque fois qu'ils voulaient quelque chose de moi. Où était la famille hier matin quand Lydia se moquait de moi devant un hall rempli d'étrangers? Où était la famille pendant toutes ces années de dîners silencieux et d'anniversaires oubliés? Où était ce mot quand je mendiais, non pas de l'argent, mais juste d'être vu? Leur panique n'était pas pour moi. Ce n'était même pas vraiment pour Lydia. C'était pour eux-mêmes. Leur récit familial parfait avait été brisé. La hiérarchie Lydia la réussite, Aaron la chérie, Grace la pensée après coup avait été réduite en miettes. Ils ne savaient pas comment fonctionner dans cette nouvelle réalité où je n'étais pas au bas de l'échelle. Je me suis assise dans mon appartement tranquille, celui qu'ils plaignaient tous, et j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. Leur message frénétique semblait venir de très loin, d'un monde auquel je n'appartenais plus. Ils paniquaient parce qu'ils avaient perdu le contrôle sur moi. Ils découvraient bien trop tard que la personne qu'ils prenaient pour un pion était en réalité celle qui contrôlait tout l'échiquier. Après une heure de vibrations incessantes, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Mais un dernier texto de ma mère est arrivé avant que je ne le fasse. Nous venons tous dimanche. Nous devons parler de ça en famille et régler les choses. L'arrogance. Ils ne demandaient pas à venir. Ils me le disaient. Ils essayaient toujours de me donner des ordres. J'ai tapé une simple réponse. C'était la première fois que je répondais à l'un d'eux. Non. Pas votre maison. Dimanche 18h, chez moi. Nous réglerons tout. Je leur ai envoyé l'adresse. Pas celle de mon petit appartement, bien sûr, mais celle de la maison dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Je savais qu'ils viendraient. Leur cupidité et leur curiosité seraient trop fortes pour résister. Et je serais prête pour eux. Dimanche soir, quelques minutes avant 18h, leur voiture s'est garée dans mon allée. C'était la berline de luxe surdimensionnée de mon père, une voiture qui semblait toujours annoncer son importance. J'ai regardé depuis les fenêtres allant du sol au plafond de mon salon alors qu'ils sortaient. La maison n'était pas un manoir. C'était une structure minimaliste moderne de verre, de pierre et de bois sombre, construite à flanc de falaise surplombant la vaste étendue grise du lac Erie. C'était une maison qui murmurait la richesse, ne la criait pas. C'était une maison qui valorisait l'intimité et la force plutôt que la décoration ornée. C'était ma maison. Ils sont restés dans l'allée pendant une bonne minute, juste à regarder. Mon père, ma mère et Aaron. Ils ont levé les yeux vers les lignes épurées du bâtiment, la bouche légèrement bée. Ils s'attendaient à mon minuscule et sensé appartement. Ils étaient venus armés de leçons de morale et d'accusation, prêts à me remettre à ma place. Mais ma place, il s'est avéré, n'était pas ce qu'ils pensaient. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'ils n'aient eu la chance de sonner. Entrez, ai-je dit. Ils sont entrés, leurs pas hésitants sur les sols en béton poli, leurs yeux balayant partout, observant l'espace de vie ouvert, l'énorme cheminée, les œuvres d'art originales sur les murs, le vaste lac visible à travers le mur de verre.
Leur admiration était palpable, et en dessous, je pouvais sentir autre chose, l'odeur de la cupidité. Leurs esprits s'emballaient déjà, calculant, réévaluant ma valeur pour eux. Grace, a dit ma mère, la voix haletante. Cette maison? C'est. D'où vient tout ça? J'ai eu de la chance dans mon travail, ai-je dit simplement, les conduisant au salon. Je ne leur ai pas offert de visite. Je ne leur ai pas offert de boisson. Ce n'était pas une réunion sociale. C'était une dernière réunion du conseil d'administration. Ils se sont assis inconfortablement sur le canapé bas et moderne. Ils avaient l'air petits et déplacés. Pendant quelques minutes, ils ont essayé de me faire la morale. Mon père a pris les devants, sa voix tentant son autorité habituelle, mais elle sonnait creux dans la pièce au haut plafond. Grace, nous sommes ici parce que nous sommes inquiets, a-t-il commencé. Ce que tu as fait à Lydia était cruel et inutile. Les familles sont censées se soutenir, se pardonner. L'argent. Ça. Il a fait un geste vague vers la maison. Ça ne change rien à ça. Ma mère a ajouté. Ta sœur a fait une erreur. Elle était sous beaucoup de pression au travail. Tu dois trouver dans ton cœur la force de lui pardonner et de l'aider. Elle a perdu son travail à cause de toi. Ils ont parlé pendant 10 minutes. Je les ai laissés faire. J'ai écouté tranquillement pendant qu'ils me parlaient de pardon, de loyauté et des liens familiaux indissolubles. J'ai écouté tous les beaux mots qu'ils n'avaient jamais mis en pratique. Quand ils ont eu fini, un lourd silence est tombé. Ils m'ont regardé, s'attendant à des excuses, s'attendant à ce que je m'effondre, que je promette de tout arranger, de restaurer l'ordre confortable de leur monde. À la place, j'ai pris un mince dossier que j'avais posé sur la table basse. Je l'ai ouvert. Je suis d'accord, ai-je dit, ma voix calme et claire. Nous devrions régler les choses. J'ai regardé directement ma sœur cadette. Aaron, commençons par le trust familial. Celui que grand-père Walter a créé pour notre éducation. Aaron s'est agité nerveusement. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? J'ai fait un audit complet la semaine dernière, ai-je dit. J'ai trouvé des factures intéressantes. Par exemple, plusieurs d'une société appelée Arsupli Unlimited au cours des 2 dernières années, totalisant plus de 30 000 $. Ce qui est étrange, c'est que selon les registres du commerce de l'État, Arsupli Unlimited n'existe pas. J'ai fait glisser un morceau de papier sur la table. C'était une copie d'une fausse facture. Tu as volé la famille, Aaron. Pendant 2 ans, tu as siphonné de l'argent qui nous était destiné à tous. Le sourire charmant d'Aaron a disparu. Son visage est devenu pâle, puis rouge tacheté. Elle a regardé nos parents pour de l'aide, mais il la fixait, abasourdi et horrifié. La chérie de la famille était une voleuse ordinaire. J'ai ensuite tourné mon regard vers mes parents. Vous voulez parler de famille, de soutien? Pendant 40 ans, vous m'avez traité comme un meuble. Vous avez célébré l'ambition de Lydia et le charme d'Aaron, et vous m'avez ignoré parce que j'étais silencieuse. Vous m'avez appris que ma valeur dans cette famille était basée sur le peu d'espace que je prenais. Vous n'avez pas construit une famille. Vous avez construit une hiérarchie basée sur vos propres préférences. Je les ai regardés tous les 3, leur visage un mélange de choc, de honte et d'incrédulité. Ce n'est pas une famille, ai-je dit, ma voix stable et finale. C'est une entreprise en faillite. Elle est en faillite, moralement en faillite, et je liquide mes parts. Je me suis levé. Ils sont restés assis, figés sur le canapé. Cela signifie que j'ai terminé. Je retire mon temps, mon énergie et mon amour. Les comptes sont clos. Je me suis retourné et j'ai marché vers les grandes fenêtres en verre donnant sur le lac. Je ne leur ai pas dit de partir. Je n'en avais pas besoin. La réunion était terminée. Leur présence dans ma maison, dans ma vie, était terminée. J'ai écouté, quelques instants plus tard, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant puis se refermant pour la dernière fois. Des mois plus tard, le soleil était chaud sur ma nuque. J'ai pressé mes mains dans la terre riche et sombre, la tassant autour de la base d'un jeune érable. L'air sentait la terre humide et les nouveaux départs. Au loin, je pouvais entendre le son des rires d'enfants flottant dans l'air vif de l'automne. J'étais dans le jardin mémorial Harper et Walter. C'était un petit parc public, un coin de verdure et de tranquillité au milieu de la ville. J'avais acheté le terrain abandonné sur lequel il se trouvait et j'avais financé sa création. Il y avait des parterres de fleurs et des bancs,
une petite aire de jeu et un cercle de lecture communautaire. Il a été nommé en l'honneur des deux personnes qui, à leur manière, m'avaient donné ma liberté, Madame Harper, dont le simple besoin de gentillesse avait été mon point de rupture, et grand-père Walter, qui m'avait donné la clé pour déverrouiller ma propre vie. Madame Harper était assise sur un banc près de l'aire de jeu, lisant une histoire à un groupe d'enfants du quartier. Elle était au chaud et en sécurité, sa nouvelle chaudière installée depuis longtemps, ses hivers maintenant confortables. Après que son propriétaire ait essayé de l'expulser, j'avais acheté son immeuble, baissé les loyers pour tous les locataires âgés et financé un programme d'entretien approprié. C'était une petite chose en réalité, une note de bas de page dans le portefeuille du fonds Atlas, mais cela semblait plus réel que n'importe quelle acquisition d'1 milliard de dollars. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était une alerte d'actualité. Amalgamated Financial Group annonce un trimestre record suite à une restructuration majeure. David Chen avait gardé son emploi. La banque avait survécu. Mon retrait suspendu les avait forcés à faire le ménage, à dégraisser, à prêter réellement attention à leur culture. Ils en étaient plus forts. Je n'ai plus jamais entendu parler de Lydia. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans un autre État, occupant un poste de niveau bien inférieur dans une petite coopérative de crédit. Aaron avait discrètement remboursé l'argent qu'elle avait volé. Mes parents ont envoyé une seule lettre guindée demandant une réconciliation, à laquelle je n'ai jamais répondu. C'étaient des fantômes d'une vie antérieure. Le transfert de 4,2 milliards de dollars a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais faite. Mais ce n'était pas mon plus grand acte. Le véritable acte de pouvoir, celui qui a vraiment changé ma vie, a été le retrait silencieux de mon amour et de ma loyauté envers des gens qui avaient mis mon esprit en faillite. J'avais passé une vie à faire des dépôts sur un compte familial qui ne me donnait rien en retour. Le fermer a été la transaction la plus rentable que j'ai jamais faite. Je me suis levé et j'ai brossé la terre de mes mains, regardant le petit érable plein d'espoir. Il grandirait haut ici. Il serait vu. J'ai regardé le jardin paisible, les visages souriants, et j'ai ressenti un sentiment de contentement tranquille qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Si vous avez déjà été moqué pour votre petitesse, si on vous a déjà fait sentir invisible, souvenez-vous de ceci, le silence n'est pas une faiblesse, c'est un levier. Aimez, commentez et abonnez-vous, car la meilleure vengeance est la liberté silencieuse.